Projet de réduction du mandat présidentiel, M. Pompidou a choisi d'attendre. Une hypothèse à ne pas écarter, cependant, les Français pourraient voter sur ce projet en même temps qu'ils éliront leur président en 1976. C'est enfin l'accalmie au Proche-Orient. Pour la première fois depuis 19 jours, aucun accrochage militaire n'a été signalé ce matin. Mais, aux États-Unis, une alerte militaire. C'était hier la première journée mondiale d'information sur le développement. Comprenez qu'il s'agit de réduire progressivement la misère dans les nations sous-développées. Un débat à la fin de ce journal. Les gendarmes mobiles ont maté hier soir une mutinerie à la prison de Melun. Il y a 4 blessés parmi la centaine de détenus qui avaient pris position sur les toits du bâtiment. Ouverture du procès Labay cet après-midi à Paris. Ce trafiquant de grande envergure faisait partie du réseau de drogue de la French Connection. Un de ses complices en parlera tout à l'heure. Dans les Coupes d'Europe de football, Nice a pratiquement assuré sa qualification. En revanche, les chances de Lyon sont très compromises. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. On aurait pu commencer ce journal par le premier constat optimiste au Proche-Orient depuis le début de la 4e guerre, c'est-à-dire depuis presque 3 semaines. S'il n'y avait cette étrange nouvelle en provenance des États-Unis. Un certain nombre de bases militaires ont été mises en état d'alerte ce matin. Des bases militaires non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe et dans le Pacifique. Et l'on remarque en particulier que 3 de ces bases concentrent une partie de la force de frappe nucléaire américaine. Le ministère de la Défense a refusé tout commentaire, mais dans les milieux proches du gouvernement, on explique que cette alerte est liée aux événements du Proche-Orient. La décision de mobiliser plusieurs unités militaires aurait été prise en prévision d'un éventuel envoi de troupes soviétiques sur les lignes de cessez-le-feu au Proche-Orient. Il n'y a cependant aucune commune mesure, il faut le préciser, entre cette opération et ce que serait une situation de menace de guerre aux États-Unis. Jusqu'à présent, cela ressemble fort à un simple exercice, doublé peut-être, d'une mesure d'intimidation à l'égard de l'Union soviétique. En tout cas, on observe que cette alerte militaire aux États-Unis intervient au milieu d'un bouillonnement diplomatique extraordinaire. Les Nations Unies, les pays non alignés, l'Union soviétique et les États-Unis multiplient les propositions et les démarches en vue de régler ou d'influer sur le conflit israélo-arabe. Première accalmie sur tous les fronts du Proche-Orient, on ne se bat plus ni sur le Golan, ni le long du canal de Suez. Cette fois, il semble bien qu'autant les Égyptiens et Syriens que les Israéliens veuillent respecter le cessez-le-feu. Quelques accrochages toutefois à la frontière libanaise, au nord, des fédayines continuent d'harceler les Israéliens. Pour les organisations de libération de la Palestine, rappelons-le, la guerre continue, les résolutions du Conseil de sécurité ne les intéressent pas. Les premiers observateurs de l'ONU, conduits par le général finlandais Silas Vuo, ont commencé à s'installer sur la rive ouest du canal, en territoire égyptien. Leur mission, surveiller l'application du cessez-le-feu. Au total, il y aurait en fin de semaine 216 observateurs de l'ONU au Proche-Orient et parmi eux quelques officiers américains, mais pas de soviétiques. M. Kurt Waldheim, secrétaire général de l'ONU, voudrait en envoyer 50 de plus. Au Conseil de sécurité, réuni d'urgence cette nuit à la demande du président Sadat, le ministre des Affaires étrangères égyptien a accusé Israël de violer le cessez-le-feu pratiquement sans interruption et avec des troupes fraîches et du matériel neuf. Affirmation rejetée par le représentant israélien. Une réunion houleuse. Le ministre égyptien a demandé l'envoi des forces américaines et soviétiques au Proche-Orient pour contrôler l'arrêt des combats. Réponse du délégué de Washington? Certainement pas. Quant à Moscou, on attend toujours la position de Léonid Brejnev. Sans doute les Américains craignent-ils que le Kremlin accepte l'envoi des troupes soviétiques sur les lignes de cessez-le-feu, puisque depuis 7 heures ce matin, plusieurs bases américaines ont été mises en état d'alerte. Manœuvre d'intimidation sans doute, mais une manœuvre contraire au bon rapport qu'entretenaient soviétiques et américains depuis la guerre du Kippour. Et cela, malgré les envois d'armes. Car le téléphone rouge n'a jamais cessé de fonctionner, et puis la visite éclair de M. Kissinger à Moscou prouvait au moins qu'en l'espace de 6 heures, les super-grands pouvaient arrêter la guerre. Aux États-Unis, on dit que cette alerte est la plus grave depuis la crise de Cuba en 1962. État d'alerte dans les bases américaines où se trouvent les missiles intercontinentaux et la force de frappe nucléaire, mais aussi à l'extérieur, comme par exemple la base avancée du Pacifique sur l'île de Guam, où sont stationnés les B-52. En Europe aussi, les forces américaines sont consignées.
Notre correspondant à Washington nous précise toutefois que les Américains ne s'inquiètent pas outre mesure de cette mobilisation. Pas de manifestation dans les rues, pas de banderoles, aucun signe de joie. C'est avec résignation que les Syriens ont accueilli la décision de leur gouvernement d'accepter le cessez-le-feu. La vie de tous les jours continue comme si rien d'important ne s'était passé. Circulation intense et bruyante, des soldats en armes qui déambulent au milieu de la foule, là et là quelques petits groupes qui discutent. Quand on leur demande ce qu'ils pensent de l'arrêt des combats, c'est presque toujours la même réponse qu'on obtient. Cette guerre, il faut la faire jusqu'au bout, ou alors il ne fallait pas la faire du tout. C'est visible, le peuple est mécontent. Il ne comprend pas pourquoi, après tous les communiqués militaires victorieux, on lui demande de baisser les bras. Lui qui était prêt à tous les sacrifices, lui qui avait montré une froide détermination dans les combats, un calme remarquable sous les bombardements, on lui demande maintenant de renoncer à la victoire par les armes. On lui demande surtout de reconnaître Israël en s'asseyant à la même table de négociation. Or, jamais jusqu'à présent, les Arabes n'avaient accepté cette reconnaissance de facto, cette reconnaissance par des discussions directes avec l'ennemi. Mécontents, les Syriens le sont contre les Égyptiens, qui leur ont forcé la main en acceptant avant eux le cessez-le-feu. Mécontents contre les Russes aussi, qui, pensent-ils, ont fait pression sur le gouvernement de Damas pour l'amener à accepter ce projet de paix soviéto-américain. L'attitude des soviétiques pour eux n'est d'ailleurs pas tellement dictée par les intérêts du monde arabe, mais surtout destinée à sauvegarder la politique de détente amorcée entre Washington et Moscou. Seul espoir des Syriens, obtenir par la voie diplomatique ce qu'ils étaient prêts à reconquérir par les armes. Le gouvernement de Damas n'a-t-il pas déclaré qu'il acceptait la résolution soviéto-américaine parce qu'elle impliquait un retrait total des forces israéliennes des territoires arabes occupés depuis 1967, ainsi que la sauvegarde des droits du peuple palestinien. Alexandre Sanguinetti, secrétaire général de l'UDR, le chef de l'État, a exprimé avec force sa conception de l'équilibre qui doit être assuré entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Une telle attitude ne peut que renforcer la volonté de la majorité à mener le combat aux côtés du président. René Piquet, Parti communiste, le chef de l'État a voulu dissimuler l'échec de sa tentative de faire avaliser une réforme constitutionnelle visant à aggraver l'autoritarisme du pouvoir. Claude Estier, Parti socialiste, conscient du faux pas qu'il a commis, le chef de l'État n'a pas choisi, mais il a été plus précis sur sa future candidature en 1976 que lors de sa récente conférence de presse. Jean Le Canuet, président du Centre démocrate, le référendum ne sera pas une bonne solution. Si j'avais un conseil à donner au chef de l'État, je dirais simplement « songez à donner à la France une politique nouvelle de réforme ». Le barème progressif qui servira au calcul de l'impôt 74, adopté en première lecture par les députés. Principale caractéristique par rapport au barème appliqué cette année, une simplification dans le calcul de l'impôt. Un allègement destiné à tenir compte au moins partiellement de la hausse des prix. Une répartition différente du poids de l'impôt. L'allègement sera plus important pour les familles aux revenus modestes, plus lourd pour les revenus les plus élevés. À noter également, pour 1 million de personnes âgées de plus de 65 ans dont le revenu est inférieur à 12 000 francs, déduction spéciale portée de 500 à 2 000 francs. Déduction de 1 000 francs si leur revenu est compris entre 12 000 et 20 000 francs. Le cardinal Marty s'élève contre les activités illégales, quelles qu'elles soient, et il rappelle que l'obéissance aux lois doit être respectée. Hier, au cours de la messe des parlementaires, l'archevêque de Paris a précisé « La désobéissance aux lois est périlleuse, elle risque de placer la société devant la tentation de l'anarchie qui écrase les faibles ou devant celle du fascisme qui supprime la liberté ». LIP, après le vote du personnel rejetant le plan Giraud, il n'y a plus de solution industrielle. C'est ce qu'a confirmé M. Charbonnel, le ministre du Développement industriel, devant le patronat chrétien. Je considère que le vote du 12 octobre, effectivement, a marqué la fin de l'affaire LIP. À partir du moment où on ne veut pas
des soins du médecin, eh bien nous considérons que le médecin n'a qu'à se retirer et que l'affaire effectivement est terminée. Un nouveau journal mensuel d'information, Tribune Gaulliste. Édité par l'Union des Jeunes pour le Progrès, il a été présenté hier. Commentaire de M. Jean-Paul Sassot, président de l'UJP, nos colonnes seront ouvertes à tous ceux qui, à un moment ou à un autre, se sont sentis attirés par le gaullisme. La mutinerie de la prison de Melun s'est terminée vers 1 heure ce matin. Les détenus réfugiés sur les toits ont cédé devant l'assaut des forces de police et sous le déluge des puissantes lances d'incendie des pompiers. Cette révolte a surpris tout le monde. La prison de Melun était considérée comme une prison modèle. Et la manière dont a éclaté la mutinerie est étonnante, ce n'était absolument pas une affaire préparée. Qui a démarré à l'origine par un détenu, puis qui a très vite dégénéré, sans qu'on sache véritablement les raisons. C'est ainsi que cet après-midi, des magistrats qui ont tenté de parlementer avec les détenus n'ont trouvé en face d'eux ni aucun interlocuteur valable, ni aucune revendication particulière. Il est certain que la plupart des réclamations sont fondées. Et quelles sont ces réclamations? Par exemple, les repas qui arrivent froids d'un bout de la maison, qui arrivent froids. Que les libérations conditionnelles, la loi n'est pas appliquée. Vous avez une explication pour cette révolte inattendue? Bien, écoutez, on peut la rechercher dans l'évolution de la population pénale que connaît la centrale de Melun. À l'origine, Melun était une prison, une maison centrale plus exactement, où l'on incarcérait essentiellement des détenus condamnés à de longues peines et qui en appréciaient le régime plus libéral qu'ailleurs. Et l'évolution fait que de plus en plus, eh bien, on y incarcère de jeunes détenus qui restent pour moins longtemps et qui donc sont peut-être plus tentés par des mouvements spontanés. Et puis il faut y chercher aussi une évolution générale dans la population pénale française. Les dégâts dans la prison sont considérables, mais les ateliers n'ont pas été détruits. Il y avait dans l'atelier d'imprimerie du matériel d'une valeur de plus d'1 million, plus de 100 millions anciens. On compte quelques blessés légers, 2 pompiers ont été plus sévèrement atteints par des jets de tuiles, une cinquantaine de détenus ont été transférés dans d'autres prisons. Une explosion est survenue ce matin à bord du paquebot France. Un porte-parole de la Transat a déclaré que l'explosion, dont la cause n'est pas connue, s'est produite alors que le paquebot était en réparation. Les autorités du port précisent que les victimes sont des peintres qui travaillaient dans la salle des machines. Outre un mort, il y aurait 3 blessés. Le France doit cependant quitter demain Le Havre comme prévu pour une excursion. Le tireur qui depuis le 12 octobre circule sur les routes vendéennes et fait feu sur les automobiles qu'il croise s'est à nouveau manifesté la nuit dernière. À 21h30 et 22h, il a touché plusieurs véhicules circulant entre La Roche-sur-Yon et Luçon. Le conducteur de l'une de ces voitures a reçu une balle dans la cuisse gauche et un peu plus tard, la voiture dans laquelle se trouvaient 5 personnes a également essuyé des coups de feu. La voiture est parvenue à échapper au barrage de police, mais selon un témoin, il s'agit bien d'une R4 de couleur claire dans laquelle se trouveraient 2 hommes. On va juger à Paris 25 trafiquants qui ont fait partie du réseau de la French Connection. Et parmi eux, le plus en vue à partir de cet après-midi, devant le tribunal correctionnel, sera sans aucun doute André Labey. Il transportait une centaine de kilos d'héroïne dans sa voiture au moment de son arrestation en octobre 71 à Marly-le-Roi. Labey est un personnage assez pittoresque. Il a tenté sa chance comme industriel, puis dans la promotion immobilière, et encore dans le cinéma, en étant coproducteur du film de Melville, Le Deuxième Souffle. Mais c'est dans le trafic de la drogue que Labey pensait bien faire fortune. Alors avec ses complices, il avait monté l'une des filières les plus importantes du réseau mondial. Le gang a mis à son actif le passage de 750 kilos d'héroïne entre la France et les États-Unis, soit au prix pratiqué à l'époque à New York en 71, l'équivalent en dollars de 35 millions de francs actuels. C'est une énorme somme. Je vous propose de voir ou de revoir, puisqu'il a été déjà diffusé dans l'émission Plein Cadre, un témoignage sur les aventures du trafiquant Labey. Michel Toriac a pu retrouver à New York un passeur de drogue, comme l'on dit, qui a travaillé pour Labey. Cet homme avait été arrêté alors qu'il attendait une livraison de Labey aux États-Unis. En prison, il a parlé, il a donné les noms de ses associés. La justice américaine l'a fait bénéficier d'une remise de peine. Et il raconte comment les choses se passaient entre Labey et lui.
m'étant écarté du trafic de la drogue du côté de Signoli, je fréquentais quand même Berdin, qui était mon ami. Lui continuait ses affaires dans l'héroïne, dans le trafic de la drogue, mais j'en étais pas sûr, et de toute façon, moi, j'en étais exclu. Mais le fréquentant, je me suis rendu avec lui à l'appartement d'un associé à lui, d'André Labbé, que je connaissais, qui était une réputation d'escroc de grande envergure, qui habitait avenue Gabriel, traduit somptueux, appartement somptueux. Et quand nous étions chez André Labbé, André Labbé a parlé d'une possibilité qu'il avait de passer une grosse quantité d'héroïne aux États-Unis. Et Berdin était très intéressé, parce que il savait par expérience que toutes les opérations qu'il avait fait avec André Labbé avaient réussi. Il n'en a aucun moyen n'en a prévu un échec. Il m'a demandé de préparer cette opération. Alors vous êtes parti pour New York? Oui, avant de partir, j'ai fait remettre à André Labbé l'héroïne, environ 106 kilos, comme il avait demandé, répartie dans 5 valises. Et André Labbé m'a donné rendez-vous pour New York le lendemain soir, au Waldorf Astoria, où il s'est fait fort de me remettre l'héroïne. Et en échange de quoi je devais lui remettre, comme prix du passage, 200 000... il réclamait, je crois, 200 000 $ pour les 100 kilos. Après Nantes, Lyon à son tour risque fort de quitter la Coupe d'Europe. Les Lyonnais en effet ont dû se contenter d'un match nul hier soir au stade Gerland. Ils avaient pourtant ouvert la marque dès la 11e minute par Lacombe, ici sur un centre de Ravier. Les Saloniques ensuite allaient se montrer souvent dangereux et il égalisait juste avant la mi-temps grâce à Ajlanidis. Les Grecs allaient même mener 2-1, mais Lyon, grâce à l'opportunisme de Flori Dinalo, revenait à égalité à la 55e minute. Dinalo récupère d'une manière très acrobatique le ballon échappé des mains du gardien grec Stéphas. Et sur un corner et une action confuse devant les buts grecs, Ravier donne l'avantage à Lyon 3-2. Mais les Grecs, une nouvelle fois, reviennent au niveau de Lyon à 9 minutes de la fin, but de Sazafis qui est peut-être celui de la qualification. Nice en coupe UEFA s'est ménagé lui dès hier soir quelques bonnes certitudes devant les Turcs de Fenerbahçe. Sa victoire 4-0 est plutôt rassurante effectivement avant le match retour. Les Niçois en blanc ont connu une réussite totale, on peut le dire. Réussite étonnante également pour Marco Molitor, l'avant-centre de l'équipe de France, vous allez le voir. À la 33e minute de jeu alerté par Eriksson, il ouvre la marque à la limite du hors-jeu. 41e minute, Molitor reprend magistralement une tête d'Eriksson renvoyée par la barre transversale. Et puis malgré des réactions vives et souvent bien organisées des joueurs de Fenerbahçe en deuxième mi-temps, Nice, jouant le plus souvent en contre-attaque, va ajouter 2 buts. Molitor encore lui réussit son 3e but de la tête sur une passe de Van Dijk. Mais le festival n'est pas terminé pour Molitor, congratulé par ses coéquipiers. Il va réussir un nouvel exploit à 6 minutes de la fin du match. 4-0 pour Nice. Pas de très grosse surprise pour les 8e de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, mais on remarque quand même des scores très serrés dans les matchs importants. Les Danois de Vejle, qui avaient éliminé Nantes au premier tour, sont bien placés après leur nul à Glasgow. En revanche, les 3 grands, Bayern de Munich et Ajax, un but d'avance seulement au match aller, ainsi que Benfica nul 1-1, vont éprouver de sérieuses difficultés pour accéder au quart de finale. Derrière une appellation peut-être un peu rébarbative, il y a une cause humanitaire fondamentale. Le but de cette journée mondiale était d'attirer l'attention sur la misère du monde et de stimuler les études en vue de la guérir, de la résorber en tout cas. Certes, la misère est aussi vieille que le monde, mais ce n'est certainement pas une raison pour oublier qu'elle existe. Les pauvres représentent les 2/3 de la population du globe et ils ne disposent que du 8e de ses ressources. Voilà quelques proportions qui suffisent à lancer le débat que vous présente maintenant Gérard Saint-Paul.
Oui, cette journée mondiale d'information sur le développement est le résultat, il faut le préciser, d'une initiative de la France, initiative présentée par M. Giscard d'Estaing à Santiago du Chili en avril 1972. Cette journée mondiale d'information a coïncidé avec la célébration de la journée des Nations Unies. Pour traiter de l'aide au développement, aujourd'hui, nos invités à tour de rôle vont se présenter. Monsieur René Dumont, d'abord. Professeur à l'Institut national agronomique de Paris. Monsieur Hessel. Président du chapitre français de la Société internationale pour le développement. Monsieur Audibert. Je suis au secrétariat d'État aux affaires étrangères chargé de la coopération, responsable du Fonds d'aide et de coopération qui s'occupe de l'aide bilatérale française à l'Afrique. Et enfin, monsieur René Ox. Directeur de la division des programmes de l'éducation à l'UNESCO. La première question que je voudrais poser à monsieur René Dumont, y a-t-il une prise de conscience suffisante de la solidarité internationale en matière d'aide au développement? Sûrement pas. Et cependant, la situation s'aggrave. Il n'y a pas de doute que le développement en matière agricole est jusqu'à présent un échec. Depuis 1959, dans l'ensemble du tiers-monde, la production agricole par tête n'augmente pas. Depuis 2 ans, depuis 1970, il y a même un recul, comme nous l'a dit M. Burma, directeur général de la FAO. Nous mangeons chaque année un peu plus de viande, et cette viande est le résultat des protéines, farine de poisson, tourteaux oléagineux, qui ne sont plus disponibles pour les enfants des pays pauvres. Et le crime des crimes de notre époque, ce sont les millions d'enfants pauvres qui ne peuvent assurer le développement normal de leur cerveau, faute de ces protéines indispensables. L'aide que nous disons faire est plus que compensée par les bénéfices que nous retirons de ces pays-là. Et si nous continuons dans cette voie, la situation risque d'être d'autant plus grave que il n'y a pas seulement le problème alimentaire, il y a les ressources rares qui se raréfient de plus en plus, énergétiques et minérales, dont nous faisons un usage abusif, nos voitures particulières, et qui vont manquer au développement de l'agriculture et de l'industrie des pays pauvres. Si nous laissons les choses aller dans le développement actuel, dans la tendance actuelle, la guerre des riches contre les pauvres, qui a peut-être commencé ces jours-ci, risque de prendre des proportions insoutenables. Précisément, monsieur Stéphane Hessel, l'écart entre les pays dits développés et les pays en voie de développement ne cesse de s'accroître. Y a-t-il une explication? Y a-t-il un espoir de correction, à votre avis? Eh bien, je crois qu'il est essentiel de rappeler, comme vient de le faire le professeur Dumont, la gravité, l'extraordinaire gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais un progrès, cependant, je crois qu'il y en a un. Il y a un progrès de prise de conscience des besoins d'une solidarité internationale. Et je dirais d'une solidarité qui ne s'adresse plus uniquement à cette notion de l'aide. Il ne s'agit plus essentiellement que soit transféré un certain nombre, un certain pourcentage du produit national des pays riches vers les pays pauvres. Le problème est plus grave, plus fondamental. C'est tout l'équilibre de l'économie mondiale qui a besoin d'être repensé si nous ne voulons pas aller au-devant de crises, de scissions, d'explosions qui peuvent engendrer pour tous, pas seulement pour les hommes des pays pauvres, mais pour nous aussi, une insupportable situation d'injustice et d'agression. Et ceci a fait l'objet de décisions qui ont été prises aux Nations Unies. La stratégie internationale du développement qui doit se dérouler tout au long de cette décennie, de cette deuxième décennie du développement que nous vivons à l'heure actuelle, a peut-être pour la première fois indiqué quelles devraient être les mesures à prendre sur le plan international, aussi bien par les pays en voie de développement dont les élites ont de plus en plus conscience des problèmes réels tels qu'ils se posent, et par les pays industrialisés. Mais cette stratégie, elle est très loin d'être appliquée, et il faut naturellement un effort considérable dans les années qui viennent si on veut rattraper le retard énorme qui a déjà été pris. Monsieur Jean Audibert, il y a bien sûr l'aide multilatérale au niveau des Nations Unies et de leurs organisations spécialisées. Il y a également l'aide concertée de pays à pays, l'aide bilatérale. Quel est le rôle de la France dans ce chapitre? L'aide bilatérale, il convient de le préciser, est actuellement dans l'ensemble des ressources transférées des pays développés vers les pays en voie de développement considérablement plus importante que l'aide multilatérale, puisque grossièrement l'aide bilatérale représente les 2/3 de l'ensemble des ressources mises à la disposition des pays en voie de développement. L'aide française, l'aide bilatérale française, dans cet ensemble, joue un rôle important. La France est un des pays qui essaie de remplir au maximum ses obligations. Et je crois que cela a été dit l'autre jour, la France transfère
0,68% de son PNB au bénéfice des pays en voie de développement. Cette aide bilatérale publique est importante, mais il faut d'abord qu'elle soit connue, et c'est, je crois, un des buts de cette journée de l'information. Il faut qu'elle soit connue, qu'elle soit largement débattue, et il faut qu'elle soit aussi assumée par l'opinion publique. Ce qu'il y a de difficile dans la solution des problèmes de développement, c'est qu'ils concernent non seulement les gouvernements, et ils ne peuvent pas être résolus par un échange au niveau du gouvernement, il faut que chacun se sente concerné. Chaque Français, chaque Française est concerné par ces problèmes de développement, non seulement en tant que contribuable, mais en tant que consommateur et en tant que participant à une collectivité humaine. Ce que nous souhaitons beaucoup, c'est qu'après cette journée de l'information sur le développement, nous puissions, par tous les moyens d'information possibles, débattre de la politique française de coopération, la faire mieux connaître et faire aussi disparaître un certain nombre de stéréotypes ou d'idées reçues qui sont trop largement répandues et trop facilement répétées. Il y a un autre objectif que je crois nous devons nous fixer dans le cadre de cette journée du développement. L'aide publique au développement n'est pas suffisante. Dans ce dialogue entre gouvernements, un gouvernement peut mettre à la disposition d'un autre gouvernement des ressources pour réaliser des ports, pour réaliser des routes, pour développer l'enseignement, pour développer des types de formations techniques, pour développer la recherche scientifique. Mais ce dialogue reste entre des structures administratives d'État à État, et il faut que la coopération, c'est-à-dire l'action ensemble de deux collectivités, soit complétée et qu'au-delà de cette aide publique, de ces échanges publics, il y ait des actions assumées par des associations, par des collectivités privées. Il faut que des jeunes aillent aider d'autres jeunes de pays en voie de développement, et il faut que les groupes sociaux déterminés de pays développés aient des échanges de vues, éprouvent une solidarité particulière et personnelle à l'égard de certains groupes sociaux correspondant des pays en voie de développement. Bien, à ce propos précisément, je puis vous donner un chiffre. Il y a en Afrique un médecin pour moins de 1000 habitants, et sans doute pas assez de professeurs également. Alors, Monsieur Hox, la question qui se pose, c'est de savoir si le développement passe également par l'éducation. Que le développement passe par l'éducation, c'est une chose qui est maintenant admise et reconnue, mais l'UNESCO se flatte d'avoir beaucoup contribué à la faire reconnaître. Ce n'était pas évident il y a, mettons, 10 ans. Ça l'est pourtant. Sans Madova Street, sans cadre économique, scientifique, administratif, pas de développement. Et il faut que ce développement de l'éducation se fasse à l'intérieur du développement général. C'est une question de planification. Et ça a été le point de départ d'un immense effort au cours des 10 dernières années qui se reflète dans les budgets des pays en voie de développement et auquel l'UNESCO, pour sa part, s'associe dans toute la mesure de ses moyens, hélas limités. Je disais immense effort, c'est essentiellement un effort qui se mesure en termes numériques et qui s'est traduit par une augmentation spectaculaire des effectifs. Mais il ne faut pas n'importe quelle éducation. Nous savons maintenant que l'éducation dans les pays en voie de développement est coûteuse dans la mesure où elle est mal adaptée et où il y a un grand nombre d'abandons, de redoublements qui la rendent très chère. Nous savons qu'elle crée des chômeurs. Nous savons que dans certains cas, elle peut contribuer au chômage. Il faut une éducation qui soit adaptée, qui comporte la gamme d'institutions nécessaires et d'une façon générale, comme dans le reste du monde, qui prépare l'enfant à cette tâche, qui prépare l'enfant à la vie, qui prépare l'enfant à comprendre un monde de plus en plus technologique et scientifique, et qui également lui fasse comprendre qu'il doit participer au développement, que l'éducation soit porteuse des valeurs du développement, qu'elle prépare l'enfant à comprendre qu'il peut agir sur le monde qui l'entoure, en corriger les insuffisances et à se percevoir lui-même dans un univers en cours de transformation. Ça, c'est la notion d'éducation permanente. Eh bien, l'éducation que les pays en voie de développement doivent se donner est une éducation profondément novatrice. L'UNESCO, dans la mesure où elle le peut, les y aide. Elle est en train de créer en Asie un centre asien d'éducation, d'innovation éducative pour le développement. Et ceci, au fond, participe de l'effort considérable qui est entrepris dans le monde pour repenser l'éducation, ses finalités, ses modalités, et dont la Commission internationale pour le développement de l'éducation, présidée par le président Edgar Faure, a été une des manifestations.
Au fond, l'éducation des pays en voie de développement doit correspondre à deux nécessités. S'implanter dans les cultures nationales, c'est essentiel, et participer du mouvement mondial qui est en ce moment en cours pour repenser l'éducation. Il s'agit donc, Monsieur Hox... Et cela, c'est aussi une manifestation de la solidarité internationale. Il s'agit d'un effort très général dans lequel s'inscrit l'action des organisations appropriées, mais aussi l'action des ministères dans chaque pays concerné par l'aide au sous-développement. Bien, la grande question finalement est de savoir si cette pauvreté dans le monde est un destin, une malédiction contre laquelle on ne peut rien, ou bien si au contraire il est possible, sinon de la guérir, de l'alléger. Peut-être que cette journée mondiale d'information aura apporté sa contribution. Merci. Avant de rejoindre Michel Tardieu à la Bourse, un mot sur la principale information de la matinée, cette alerte militaire déclenchée dans un certain nombre de bases américaines et dans des quartiers militaires américains dans le Pacifique et en Europe. Il semble se confirmer, d'après les derniers télégrammes, qu'il s'agissait d'un simple exercice, d'une mesure de précaution liée peut-être aux événements du Proche-Orient, mais n'ayant aucun caractère de gravité exceptionnelle. En tout cas, en Europe, les porte-paroles des forces militaires américaines, aussi bien à Londres qu'à Francfort ou en Italie, refusent de donner tout commentaire. Michel Tardieu, c'est à vous. Eh bien, s'il n'y avait pas eu cette annonce de l'alerte précisément américaine sur les principales bases militaires, la bourse aurait eu aujourd'hui une séance tout à fait sans histoire. La séance était partie pour être étroitement irrégulière, comme disent les spécialistes, c'est-à-dire que les écarts en hausse ou en baisse étaient très limités. Et puis, le bruit finalement s'est répandu de cette information en provenance des États-Unis, et c'est le marché de l'or qui a réagi le plus vite. Sur le marché de l'or, on a enregistré une hausse des cours alors que le marché était calme les jours précédents. Le lingot à 14 400 contre 14 220, la barre à 14 350 contre 14 140, et toutes les pièces à l'avenant ont elles aussi gagné du terrain. Vous voyez le Napoléon à 123,80 contre 121,90. Sur le reste du marché, je le répète, les écarts sont très limités, mais d'une façon générale, on a plutôt tendance à faire ce que font les valeurs allemandes que vous voyez ici, par exemple BASF qui perd 4 points. Hier, les valeurs allemandes avaient toutes monté, et bien aujourd'hui, elles baissent. Et bien c'est un petit peu vrai de toutes les valeurs, là où on avait monté, on a tendance à baisser, et réciproquement. Pas tout à fait vrai pour les pétroles, parce que l'Aquitaine se distingue aujourd'hui, et les pétroles s'étaient déjà distingués hier. L'Aquitaine à 474 contre 469, Esso aussi est ferme. En ce qui concerne Esso, le directeur général de la société française a dit hier que les pétroliers auraient besoin dans l'avenir de beaucoup d'argent pour investir, pour faire de nouvelles recherches, etc. Et que pour trouver de l'argent, il n'avait que deux possibilités, l'autofinancement ou le recours aux actionnaires. Vous voyez au passage que le dollar financier ne bouge pratiquement pas par rapport à ses cours de la veille. Et disait M. Koch, pour avoir recours à nos actionnaires, il faut que nos investissements aient un rendement suffisant. Et il disait qu'il faudrait que ce rendement soit au moins de 10%. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui, dit-il. Les bénéfices des sociétés sont insuffisants pour précisément financer l'argent apporté par les actionnaires. Quand même une nouvelle de détente sur ces affaires pétrolières. La Libye aurait décidé de payer 72 millions de dollars d'indemnité à la compagnie BP. Au passage, vous venez de voir que Michelin continue de se bien porter à la Bourse de Paris, continue d'être une des vedettes de par sa fermeté. On annonce aujourd'hui officiellement que l'association Michelin sans périte, vous savez, le constructeur autrichien de pneus, est en train de prendre sa forme définitive. Il y a un holding qui se forme pour contrôler à la fois Kleber-Colomb et Saint-Périte. On sait aussi que la volonté de Michelin aurait été d'allier un Allemand à cette association franco-autrichienne, mais là, les choses sont plus difficiles, semble-t-il. Vous avez vu que Perrier était en hausse, à signaler en ce qui concerne Perrier, que Perrier et Bell, les deux associés, les deux actionnaires de Jeanvrin, semblent toujours ne pas être tout à fait d'accord sur la vocation de la société. En tout cas, ils continuent de vendre un certain nombre de filiales de Jeanvrin. Vous savez qu'il y a eu déjà 2 ventes, l'une dans le lait, l'autre dans l'alimentation du bétail. Et maintenant, ce serait la filiale Vito qui serait vendue au groupe Unilever par l'intermédiaire de La Roche-au-Fay, l'une des filiales d'Unilever.